Bonjour à tous, dans le Critique Ciné ancienne version numéro 11, je vais commencer directement avec les films qu'il y aura dans cette présente critique ou chronique. Le premier film est Captain Fantastic, il est classé en genre aventure, psychologique, drame, avec un aspect comédie. Le second film est Mustang, il est classé en genre psychologique, drame, et c'est un film d'origine étrangère, c'est un film qui ouvre sur d'autres horizons. Le troisième film est Le Village des damnés, et c'est un film fantastique, science-fiction. Le quatrième film est Ouija Origin. Il est classé en genre fantastique, horrifique. Le cinquième film est Au bout du compte. C'est un film français. Il est classé en genre drame, comédie dramatique, psychologique, avec un côté très surréaliste. Le sixième film est Mère Teresa. Il est classé en genre biopic, drame, psychologique. Le septième film est Jusqu'à la fin du monde. Juste à la fin du monde. Pas jusqu'à, juste à la fin du monde. Il est classé en genre drame psychologique. Le huitième film est L'Arnaqueur. Il est classé en genre comédie française. Le neuvième film est Augustine. Il est classé en genre biopic, drame psychologique. Et le dixième film, enfin, est Lou, journal infime. Il est classé en genre comédie française, encore une fois un petit peu surréaliste, un petit peu atypique. Donc voilà pour la critique ciné ancienne version numéro 11, et donc logiquement, si tout se passe bien, si je ne meurs pas d'épuisement, à demain. Merci à vous et à bientôt. Le premier film est Captain Fantastic, et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'une famille, d'un père en tout cas, et de ses 6 enfants, qui vivent reclus de tout dans la forêt. Ils ont choisi de vivre éloignés de la ville, pour des raisons qui leur sont propres. Là-bas, le père donne une bonne éducation à ses enfants, bien que particulière. Il leur apprend la philosophie, il leur apprend à lire, à écrire évidemment. Il leur apprend également, enfin il leur fait faire en tout cas beaucoup de sport. Il y a un côté un peu survivaliste. Il leur donne des bases saines sans doute pour le futur. Et au cas où il y aura un écroulement générationnel peut-être. Et puis un jour, alors qu'ils se plaisent dans cet univers-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans la ville. Ils vont devoir retourner dans la ville. Parce qu'ils ont quand même de la famille, ils ont quand même des proches ailleurs. Et là, par rapport à cet événement, eh bien, ils vont devoir retourner dans cet univers qu'ils ont voulu délester depuis trop longtemps. Évidemment, ça posera quelques questions existentielles et quelques questions d'éthique, hein, notamment par rapport aux autres, parce que eux, évidemment, ont beaucoup changé. Et j'aurais pu parler pendant des heures de ce film Captain Fantastic, puisqu'il était dans mon top 10 film 2016, et que pour moi, dès que je l'ai vu, ça a été une révélation, j'ai vu en parler autour de moi. Tous les gens à qui je l'ai conseillé ont beaucoup aimé. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un film Marvel, Captain Fantastic, sur le moment, j'ai cru aussi, donc je n'étais pas du tout attiré. Et puis j'ai été le voir, et bon, bah, j'ai compris ce que c'était réellement. Il y a plein de scènes intéressantes, il y a plein de trucs très intéressants, notamment comme le père apprend à ses enfants, et notamment au plus grand qui a 16 ou 17 ans, finalement tout ce qu'il a appris des romans, enfin, de l'amour, c'est dans les romans, dans les livres de philosophie, dans Shakespeare peut-être. Il y a une scène comme ça, il va aller voir une jeune fille, et où en fait il va la draguer, c'est même pas la drague, c'est de la séduction à l'ancienne, et puis à la fin, je crois qu'il va lui demander sa main. Évidemment, la nana est morte de rire, la mère est morte de rire, enfin voilà, il est complètement décalé. Il a un peu honte parce que finalement, l'éducation qu'il a n'est pas du tout celle qu'il a reçue. Enfin, l'éducation qu'il a reçue n'est pas du tout celle qui est adaptée à ce monde-là. Et il y a comme ça plein de décalages. On devra se poser la question de quelle est la meilleure éducation. Et la vraie réponse, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. C'est que eux vivent dans un mode de vie qui est trop extrême et qu'en même temps, dans la ville, on le voit à un moment avec d'autres personnes âgant trop autour de leur famille, on se rend compte qu'eux aussi sont inadaptés. Et que un bon mélange des deux serait sans doute la meilleure des solutions. J'ai donc adoré ce film et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, Captain Fantastic est une belle œuvre, digne d'un roman, parce qu'il est très bien écrit, qui questionne sur le sens de la vie, quelles sont les priorités, être heureux loin de tout et de tous, ou bien de se conformer à un moule, certes plus sécurisant, mais dénué de toute magie. À noter également le casting de premier choix avec Viggo Mortensen dans le rôle du père, Frank Langella, je pense, dans le rôle de jeune ado. Je vais pas donner tous les noms parce qu'il y a 6 enfants,
Mais en tout cas, un casting de choix, donc un casting d'excellence pour ce très bon film comédie dramatique Captain Fantastic. Le prochain film est Mustang. Et de quoi ça parle? Eh bien, on est en été, on est dans un petit village reculé de Turquie, et une jeune fille qui s'appelle Lael et ses 4 sœurs rentrent de l'école, et en rentrant de l'école, elles vont aller jouer à la mer, puisque la mer est très proche de leur maison, avec des garçons. Et donc ils vont se lancer un petit peu d'eau, enfin ils vont jouer comme ça innocemment, et puis à un moment, l'un des garçons va les prendre sur leurs épaules, comme on le fait quand on est des jeunes ados, puisque pour les plus grandes sœurs, ce sont des jeunes ados. Or, malheureusement, dans ce carcan traditionnel, des femmes du village vont les voir, ils vont là en parler à leur père. On a dit, on a vu tes filles, elles se comportaient de façon indigne, elles étaient avec des garçons, elles étaient à moitié dénudées, il y avait des gestes obscènes, et le père, qui lui aussi est très, très strict, va décider de reprendre en main l'éducation des jeunes filles. Et par exemple, eh bien, il va commencer à mettre des grilles sur les fenêtres ou sur les portes pour qu'elles ne puissent pas sortir, qu'elles ne puissent pas voir le monde du dehors. Il va les retirer de l'école parce qu'il pense que l'école ne leur apporte pas grand-chose et que même ça peut les dévergonder quelque part. Il va leur donner d'autres valeurs. Et puis également, pour les plus grandes des sœurs, il va commencer à penser à faire ce qu'on appelle les mariages arrangés. En tout cas, les mariages qui arrangent surtout les parents, parce qu'en l'occurrence, les jeunes filles ne veulent pas se marier. Ou si elles veulent se marier, c'est avec l'homme qu'elles ont choisi. Là, leur père pense que pour une bonne éducation, pour une saine éducation, eh bien, il veut leur faire rencontrer des garçons. Donc évidemment, les 5 sœurs qui sont des jeunes filles vont à un moment vouloir se rebeller et s'émanciper parce qu'elles veulent sortir de ce carcan, parce que pour elles c'est une prison, et c'est une prison. Et donc elles vont vouloir reprendre leur liberté, d'où le nom du film. J'imagine Mustang parce qu'en fait on voit pas de chevaux, j'en ai pas le souvenir. Ou peut-être qu'il y a des chevaux à un moment à la mer, des chevaux sauvages, sans personne, sans laisse, sans selle, sans laisse. Je pense pas que les chevaux ont des laisses, mais sans selle, sans collier, enfin voilà. Des chevaux pleins de liberté qui font ce qu'ils veulent, qui vont là où ils veulent. Et ces jeunes filles vont devoir trouver un moyen de retrouver leur liberté, même si évidemment ça va être complexe. Et je crois que je vais pouvoir passer à ma conclusion, parce que j'ai dit l'essentiel du film. Évidemment, c'est un film qui n'est pas sans rappeler Virgin Suicide. Souvent on dit que c'est un peu le Virgin Suicide ou Suicide turc. C'est un film turc, français, allemand. Il y a des parallèles à faire, mais l'histoire n'est pas la même, c'est pas tourné de la même façon, ça n'explique pas les mêmes choses. Et j'en parle un peu de ma conclusion. Ça dénonce d'autres choses. Donc je passe à ma conclusion. Côté verso, Mustang est un film déroutant, qui montre qu'hélas, la liberté dans certains pays encore, et certaines familles, doit être conquise par la force, au risque même alors de perdre cette dite famille. Le prochain film est Le Village des damnés, et attention, je parle bien de la version de 1960, en noir et blanc, et pas du mauvais remake qu'il y a eu des années plus tard, que j'ai trouvé inintéressant et qui ne m'a pas fait peur du tout, enfin voilà, qui est sans intérêt à mon sens. Je parle donc du film de 1960. De quoi ça nous parle? On est dans un petit village qui se nomme Midwish, avec des habitants modestes, une vie calme et tranquille, tout y est normal, jusqu'au jour où une force invisible et mystérieuse endort tous les habitants. Donc tout le village va être plongé dans une sorte de sommeil, sans qu'on comprenne pourquoi, alors évidemment. Au début, il y a quand même ceux qui vont assister à la scène, qui vont s'en approcher, et puis passer ce cap, tout le monde va s'endormir. Ils vont se réveiller, plus tard, sans comprendre ce qu'il y a eu. Il y a eu comme une espèce de temps perdu, de temps temporel, il y a eu quelque chose entre les deux, mais ils savent pas, ils ont dormi. A priori, rien de vraiment inquiétant, enfin si, quand même. Est-ce que c'est bactériologique, est-ce que c'est chimique? Mais pour le moment, il n'y a rien qui soit vraiment dérangeant. Le problème, c'est que quelques semaines plus tard seulement, d'ailleurs pourrait-on dire, les jeunes femmes du village, ou la plupart des jeunes femmes du village, voire toutes les femmes, je ne sais plus vraiment, vont se retrouver enceintes au même moment, sans que pour autant elles se rappellent avoir eu un rapport. Enfin, certaines vont dire mais c'est pas possible, j'ai jamais couché avec mon compagnon, ou je suis trop vieille, ou mais les faits sont là, elles sont enceintes et elles attendent donc un heureux événement. Finalement, après vérification, a priori, il n'y aurait que 10 femmes enceintes, donc ce qui est plutôt, vu l'enjeu du film,
c'est plutôt préférable. Mais je crois que dans le lot, il y a quand même des femmes qui logiquement ne devaient pas avoir d'enfants, il y a une surprise par rapport à ça. Enfin bref, les enfants sont nés, ils ressemblent aux champs de blé, ils sont tous blonds, avec des yeux étranges, et très vite, on va se rendre compte qu'ils ont une forme d'intelligence, qu'ils sont très intelligents, beaucoup plus que la moyenne, que même à l'âge où on est en bas âge, ils sont déjà capables de résoudre des calculs et autres, et que de plus, ils semblent liés comme par une force immuable, ils seraient sans doute capables de communiquer par télépathie, et qu'ils sont ils vivent très ensemble, quoi. Ils sont très isolés, et même leurs parents, qui leur ont donné naissance, quoi, eh bien, ils vont se détacher progressivement de leurs parents, en leur faisant comprendre que eux sont différents. Et c'est là qu'on bascule vraiment dans le fantastique, et vraiment dans autre chose. Côté Verseau, Le Village des damnés est un classique du cinéma fantastique, qui a su jouer sur nos plus grandes peurs, celle du monde de l'enfance et de l'innocence mise à mal, donnant alors des cauchemars aux adultes que nous sommes. Le prochain film est un film dont je m'attendais rien et qui m'a surpris, puisque c'est la suite de Ouija, et donc là c'est Ouija, les origines. De quoi ça nous parle? On est en 1965, à Los Angeles, et puis on va suivre la vie d'une mère de famille et de ses 2 filles, qui montent une nouvelle arnaque. Alors je sais plus, elle doit être un peu médium, un peu spirit, parce qu'elle est écrit pour pimenter leur commerce de séances de spiritisme bidon, donc je pense que oui, elles font effectivement du spiritisme, et en jouant à ce qu'elles ne pensaient être qu'un jeu, en jouant un petit peu sur les clichés du genre, elles vont, de façon très classique dans un film fantastique, faire entrer chez elles un esprit maléfique qui, lui, est bien réel. Et alors la fille cadette va être possédée par cette créature impitoyable, par cette entité, et la famille va devoir surmonter cette terreur afin de comprendre qui elle est, ce qu'elle veut, et évidemment réfléchir à comment la renvoyer de là où elle vient. Et je suis ennuyé avec ce film parce que c'est sans doute un plaisir coupable. Je m'explique, je l'ai vu il y a longtemps, je refais ces critiques trop longtemps après, évidemment je ne me rappelle plus vraiment du film. La note presse est plutôt mauvaise, la note spectateur est plutôt mauvaise, et les commentaires dans l'ensemble sont plutôt négatifs. J'ai trouvé quelqu'un qui est un peu dans mon sens, et qui, par exemple, sur une note de 10, met 7, donc ce qui est pas une note sur 5, donc il met 3, ce qui semble ça équivaut à 7, évidemment, et qui dit que c'est un film où l'histoire n'est pas forcément super intéressante, mais qu'il y a quand même 2 plans par-ci par-là qui peuvent être bien faits, que le film vous retient tout le long avec des effets de surprise, très prenant et bien maîtrisé, et donc il est plutôt agréablement surpris. Il reste des défauts, l'histoire qui est minime, le manque de fond de profondeur, et une fin qui pourrait potentiellement décevoir. Et il conseille de le regarder tout seul, avec un bon son. Il faut savoir que c'est ce que je fais toujours. Je regarde mes films au casque, parce que j'ai ce besoin un peu autistique d'être plongé dans mon monde. Et du coup, quand le film fantastique peut être bon, ou qu'il y a beaucoup de jeux sur les sons, eh bien je suis vraiment pris dans le truc. C'est le problème de ces critiques ciné solo ancienne version, c'est que j'ai vu des films, certains sont cultes et je me rappelle plutôt bien, je fais vraiment un travail de mémoire, de remémoration. Celui-là, je me rappelle pas très très bien, je l'avoue, mais j'avais aimé, c'est comme ça. Donc je vous laisserai tenter votre chance. En tout cas, c'est un film fantastique, et donc déjà, si vous aimez ce style, il est probable qu'il vous plaira quand même. Je vais pas faire de conclusion, vous comprenez bien, je fais une conclusion quand je me rappelle vraiment de ce film, et là, c'est pas le cas. En tout cas, le film, c'est Ouija, les origines, et c'est donc la suite et la continuité du premier. Le prochain film est complexe, c'est au bout du compte. Il est complexe parce qu'en fait, il parle de plein de choses à la fois. Il pourrait être vu comme un conte moderne, puisqu'on va retrouver des archétypes, comme le petit chaperon rouge qui va être joué par une jeune femme. Alors évidemment, ce ne sera pas dérangeant, c'est pas vraiment le petit chaperon rouge, mais à un moment, elle va vraiment traverser un bois, et puis elle est amenée une galette, ou vous voyez, comme dans l'archétype du petit chaperon rouge, elle va rencontrer le loup, qui sera symbolisé par un homme, par Benjamin Biolay en l'occurrence, le chanteur qui est aussi acteur. Et donc il y a ce mélange des genres, mais ça n'est pas dérangeant dans ce film. C'est-à-dire que c'est pas un conte revisité, c'est juste qu'on prend les archétypes de personnages de contes et qu'on les met dans une histoire beaucoup plus moderne. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une jeune fille qui croit au grand amour, qui est romanesque, qui est romantique. Elle croit beaucoup aux signes, elle fait attention à tous les signes.
Et puis elle attend de rencontrer l'homme de sa vie, elle attend son prince charmant finalement, comme dans les contes. Mais ça nous parle également d'une femme, sans doute sa mère je pense, Agnès Jaoui, qui se rêvait d'être comédienne et qui finalement se rend compte qu'elle n'y arrivera pas. Et en parallèle, on a une autre histoire d'un jeune homme qui croyait en son talent de compositeur mais qui ne croyait pas beaucoup en lui, donc qui a du talent et qui finalement n'arrivera pas à faire grand chose avec. D'une petite fille, donc c'est la sœur de cette petite. J'ai pas les noms là sur le coup, donc c'est compliqué. C'est la sœur de la jeune ado qui croit beaucoup en Dieu. Elle a la foi, la foi lui a été révélée et elle parle de rentrer dans les ordres. Ça parle d'un autre homme qui est joué par Jean-Pierre Bacry, donc c'est un film où il y a Bacry et Agnès Jaoui, et qui lui, comme très, très souvent, a un rôle un peu de bougon. Il ne croit en rien, il est comme ça, il avance dans la vie sans se poser de questions, jusqu'au jour où il va y avoir une voyante qui va lui donner la date de sa mort. Et c'est tous ces éléments mis ensemble qui vont faire que c'est un film intéressant, un film déroutant, un film plutôt drôle. Comme vous pouvez le constater, c'est un film qui sur le papier aurait pu être un joyeux bordel, mais finalement ça se tient. Il y a plein de scènes drôles, parce que comme je disais, l'aspect conte est très secondaire, et notamment une scène qui m'a beaucoup fait rire, c'est la scène du permis de conduire entre Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. Agnès Jaoui passe son permis de conduire pour la je ne sais combien de fois, elle tombe avec Jean-Pierre Bacry, et ça va être plutôt truculent parce que elle est très dangereuse quoi, au volant, et lui il est mort de trou, il va y avoir plein de réparties comme ça, cinglantes. Donc j'ai bien aimé ce film. À mon sens, c'est une comédie. Euh, et puis je vais passer à ma conclusion, faire ma synthèse de ce que j'ai pensé de ce film, ou en tout cas, encore une fois, des souvenirs que j'en ai, parce que c'est pas tout frais et tout récent. C'est pas comme un beau mur qu'on vient de repeindre. Là, c'est juste, j'ai fait un ravalement de façade il y a quelques années, et je suis obligé de nouveau de remettre une couche, mais je me rappelle pas de tout, malheureusement. Donc je passe à ma conclusion. Côté verso, au bout du compte, est une comédie atypique dans un univers fantaisiste, avec une galerie de personnages très bien écrits, où l'on sent le plaisir communicatif compris les deux réalisateurs, Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. Le prochain film est Mère Teresa, et de quoi ça parle? Ai-je vraiment besoin de vous parler de quoi parle Mère Teresa? En tout cas, je vais vous faire un résumé du film. On est en Inde, à la fin des années 40. Il y a une guerre civile qui fait rage entre les hindous et les musulmans, et plus particulièrement à Calcutta, où il y a beaucoup de misère et de désespoir. Et dans ce contexte très difficile, va se dresser une religieuse contre la pauvreté, et cette femme, c'est Mère Teresa. Et dans les années 60, elle va décider de défier les structures de l'Église, de s'insurger de ceux en qui elle croyait, qui sont les hommes d'Église, les religieux, pour se rapprocher davantage de la parole du Christ, en disant finalement mon seul maître, c'est le Seigneur. Et ainsi, en prenant du recul, elle va créer la congrégation des missionnaires de la charité. Et dans ce bâtiment, eh bien, elle va aider les plus pauvres sans se soucier de qui ils sont, de leur religion, de leurs croyances, d'où ils viennent. Et elle va répandre son message d'amour et de charité, tout simplement, devenant Mère Teresa, que l'on connaît maintenant, et qui est une figure christique à mon sens, une figure emblématique de la religion catholique. Bien que, comme je disais, elle portait toujours la robe, elle était toujours une sœur, mais elle a pris beaucoup de recul avec l'Église, parce que l'Église lui donnait un message qu'elle n'appréciait pas vraiment. Et c'est pourquoi on l'appelait la petite sœur des pauvres. Elle a décidé de faire ce vœu de pauvreté pour s'éloigner de cette église dans laquelle elle ne se reconnaissait plus vraiment. Et ce film montre ce côté rebelle de cette femme que je ne connaissais pas vraiment, je ne savais pas. Je connaissais évidemment le nom de Mère Teresa, mais je ne savais pas qu'elle était comme ça, ou pourquoi la petite sœur des pauvres, et je ne savais pas que l'église, eh bien pendant très longtemps, a voulu en quelque sorte lui mettre des bâtons dans les roues, et qu'elle n'était incomprise. Et que si on avait pu la faire taire, on l'aurait pu, mais c'était une femme de caractère, c'était une femme qui, comme Christina Noble, dont j'ai parlé hier, était une femme généreuse, bonne, pleine de bonté, mais capable aussi de colère, et d'exprimer les choses, et dans ces cas-là, d'envoyer valser tout simplement, eh bien, ce dont elle vient, je cherche le mot, sa confédération, quoi, finalement. Elle est tout à fait capable d'envoyer paître les prêtres qui viennent la voir, en disant, moi je veux faire autrement, moi je pense les choses autrement, et donc j'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin vraiment de vous. Je vais faire mes choses à moi,
Et je pense que ce sont les choses que je dois faire, profondément. Côté Verseau, Mère Teresa est un beau biopic qui met en avant des aspects méconnus de la vie de cette sainte femme et qui retrace également tout son parcours de vie, expliquant en quoi elle tient ses engagements. Le prochain film est Juste à la fin du monde, et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un scénario incroyable, ou plutôt d'une réalisation incroyable, parce que le film n'a absolument rien de vendeur. Sauf que c'est devenu une œuvre majeure, il était dans mon top 10 film 2016, parce que c'est juste un bijou d'intelligence d'écriture par Xavier Dolan. Donc ça nous parle de Louis, un écrivain qui a passé 12 ans d'absence loin de sa famille, et qui, pour une raison précise, et que je ne veux pas dévoiler, je ne pense pas qu'on voit dans la bande-annonce, doit absolument retourner dans son village natal pour retrouver sa famille. Il a un grand secret à leur dire, il a quelque chose à leur annoncer. Évidemment, avant même d'entrer dans cette famille, il sait que ce sera la fin du monde. Il sait que ce sera inévitablement l'apocalypse, parce que dans cette famille, il n'a jamais pu communiquer, parce que dans cette famille, on ne peut pas communiquer, et que lui est un être sensible, sans doute pourquoi il a été vers l'écriture, et que sa famille, c'est une galerie de personnages, tous plus névrosés les uns que les autres. On a la mère, Nathalie Baye, qui semble sans doute apprendre des antidépresseurs, enfin voilà, elle ressemble, on sent cette nervosité, ce stress, cette anxiété, il y a quelque chose d'elle qui est faux en fait. On a la jeune sœur qui passe son temps à fumer des joints, et puis on a le frère, je crois, ça va être le frère, qui est joué par Vincent Cassel, qui est quelqu'un de dur, de sanguin, avec lequel on imagine Louis n'a pas eu grand chose à partager, parce qu'ils sont tellement différents les uns des autres. Alors évidemment, la mère, qui essaie tant bien que mal d'être une bonne mère, va essayer de renouer ce contact entre tous ses enfants, mais c'est complexe. Et ce film nous parle de ça finalement, tout simplement de ça. Et c'est très fort de rendre intéressant un film sur ce scénario de base qui est totalement, voilà quoi, ça tient pas sur deux feuilles de papier, ça suffit pas. Et pourtant Xavier Dolan en avait fait un des films de l'année, 4 prix et 9 nominations, mais c'est mérité. Finalement c'est un huis clos, on se retrouve dans une maison avec des personnages, et puis on va vivre de l'intérieur ce qu'était leur vie, on va comprendre pourquoi Louis était parti très loin, et cette incommunicabilité qu'ils ont ensemble. Et il y a des familles comme ça, où le mieux, c'est vraiment de prendre du recul avec et de partir. Et de se reconstruire ailleurs. Je connais un gamin, encore une fois une anecdote personnelle, mais anonymisée. Je connais un gamin qui était... c'était très complexe. J'avais fait une formation avec lui, il devait chercher du travail, il n'arrivait pas à y aller. On était obligé de l'accompagner, donc évidemment c'était un peu ridicule. On arrivait, on était là devant la porte à l'attendre, la patronne le voyait. Vous voyez, c'était vraiment complexe. Il semblait un peu handicapé, il semblait, alors que très intelligent, par ailleurs, en informatique, il était très doué dans plein de domaines, mais dans son monde à lui. Moi, je connaissais sa mère, je connaissais sa famille. Je comprenais pourquoi il était comme ça, et je pensais qu'il n'en changerait jamais, pour être honnête. Et puis un jour, il a eu un drame familial dans sa famille, et il est parti très loin. Et depuis, ça n'est plus le même. Je l'ai vu en photo, c'est plus le même. Il a pris de l'aisance, il s'est relevé, il se porte maintenant dignement, on voit qu'il a pris quelque chose d'important, il est en couple, il est heureux, il a fait des études, il travaille, ce n'est absolument plus le même. Il a coupé le cordon néfaste qui le rattache au passé, parce que je crois que c'était vraiment la seule chose à faire. Il devait oublier. En fait, c'est ça, c'est un gamin surdoué qui est né dans une famille où les gens sont inadaptés. C'est comme ça que j'interprète. Et dans ce film, Juste à la fin du monde, c'est un petit peu le cas de Louis. Peut-être qu'avec la sœur, Léa, qui est jouée par Léa Seydoux, il aurait pu communiquer davantage, elle est plus proche de son univers, mais en fait, c'est un extraterrestre aux yeux de ces gens-là. Alors qu'on ne le voit pas dans sa vie d'avant, mais on peut imaginer qu'il est quelqu'un de brillant, qu'il fréquente des gens intelligents, c'est sa famille, mais il n'a absolument rien à voir avec eux. Et ce film traite de ça, à mon sens. Et je vais passer à ma conclusion, parce qu'il ne faut pas trop dire de ce film, et puis qu'en fait,
il ne s'y passe pas grand-chose, hein. Il y a plein de gens qui pourraient être complètement réfractaires à ce type de cinéma, mais il faut comprendre, peut-être qu'il faut avoir des familles complexes pour comprendre la densité de ce scénario et de cette mise en abîme. Parce que pour moi, juste la fin du monde, c'est une mise en abîme exprimée par le cinéma. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, la réalisation de Xavier Dolan, une fois de plus, renouvelle le cinéma, sans pour autant en changer les règles. Dolan bénéficie du même substrat que tous les autres réalisateurs, mais avec ses blessures secrètes et sa grande sensibilité, il arrive une fois de plus à transcender le genre et donc à bousculer le monde du cinéma. Le prochain film est L'Arnaqueur, et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une société, d'une petite entreprise, de déconstruction de couple. C'est-à-dire que si votre fille est avec un compagnon que vous n'aimez pas trop, si votre ancienne compagne est avec quelqu'un que vous n'aimez pas, eh bien, vous appelez cette entreprise, et par le biais d'un jeune homme séduisant, propre sur lui, enfin voilà, qui a tout pour plaire et qui est capable de s'adapter à plein de situations, qui s'appelle Alex et qui est joué par Romain Duris, eh bien, vous se proposez de casser finalement euh, cette idylle naissante ou bien cette relation qui ne vous plaît pas. C'est son métier, il est briseur de couple professionnel. Sa méthode, évidemment, c'est la séduction, j'en parlais. Il est beau, il est brillant, et puis c'est son sacerdoce, quoi. Pour lui, c'est une mission. Évidemment, il ne travaille pas seul, il a une équipe. Son bras droit est joué par François Damien, je crois qu'on dit ça comme ça. Il a une sacrée équipe, hein, puis une jeune femme, enfin voilà. Il est entouré. Cependant, pour ne pas être totalement immoral, Alex a une éthique, curieusement. Et il ne s'attaque qu'aux couples dont la femme est malheureuse. Si vous êtes heureux en amour, il n'a pas de raison de briser votre couple, même si quelqu'un vous le demande. Pour lui, c'est important quelque part de défendre la femme, on imagine, puisqu'il parle plutôt des femmes. Il ne s'attaque qu'aux couples dont la femme est malheureuse. Or, un jour, on va lui faire la demande pour un couple épanoui, le riche trentenaire. La jeune femme, c'est Vanessa Paradis. Et on va lui demander de casser ce couple. Et évidemment, on va se poser la question de le faire. Et puis, il va y avoir cette rencontre inattendue et inhabituelle pour Alex. Et ce film, ma foi, est très cool. Et là aussi, il fait partie de mes films cultes. Si on a envie de voir une comédie décomplexée, drôle, sensible, avec potentiellement, certainement un film qui plaira aux femmes, il y a de nombreuses scènes qui vont rappeler d'autres choses, d'autres films, d'autres scènes cultes, avec un beau garçon, une histoire mélodramatique, enfin voilà, c'est bien écrit, c'est bien amené, c'est guilleret, c'est sympa, les sketchs sont drôles, parce qu'il y a pas mal de gags. Romain Duris dans ce rôle est excellent. On le voit souvent dans des rôles un peu plus durs, hein. Romain Duris quelque part, bah là il montre le côté un peu comique de son personnage, François Damien. Voilà, avant qu'ils préparent leur coup, il y a toujours une préparation, on est presque dans un truc d'espionnage, et des fois ça foire un peu, il faut bien le dire. Donc c'est vraiment une bonne comédie française. J'ai beaucoup aimé ce film, il me fait du bien. Je suis pas du genre à le revoir 100 fois, mais j'aime bien, je le conseille très très souvent. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, L'Arnaqueur est une comédie romantique décomplexée, qui montre qu'en France parfois nous sommes capables de proposer quelque chose de nouveau, et n'hésitant pas alors à marier les genres. Tandis qu'Alex, lui, se contentera simplement de briser votre couple. Le prochain film est Augustine, et de quoi ça parle? Eh bien, nous sommes à Paris, en hiver, l'hiver 1885, et nous sommes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le professeur Charcot, un éminent spécialiste psychiatre, étudie une nouvelle maladie mystérieuse que l'on nomme l'hystérie. Et pour ce faire, il a notamment une nouvelle patiente qui se nomme Augustine, qui a 19 ans, et qui va devenir sa cobaye favorite. Et on peut bien employer le mot de cobaye, parce que cette jeune femme, qui souffre donc d'hystérie et qui ne demanderait qu'à avoir des soins, va être exposée comme ça à un parterre de savants, de médecins, de spécialistes, livrés devant eux, avec un aspect très théâtral et très spectaculaire. C'est pas nécessairement de la faute de Charcot,
Mais l'hystérie à cette époque était très mal connue, et j'en ai parlé dans quoi j'en ai parlé? Dans un autre film qui traite de Freud et de Jung, qui est Method Dangerous, A Dangerous Method. L'hystérie à cette époque pouvait vraiment faire penser à des cas de possession. Et il y a un moment comme ça où elle vient, elle arrive, et puis elle va être prise d'une crise plus forte que d'autres. Et évidemment, ça devient un spectacle, ça devient très impressionnant. Et comme j'avais expliqué, lorsque j'ai vu cette scène, on pense vraiment à une possession. L'hystérie était quelque chose de terriblement inquiétant, et on peut comprendre que les hommes de l'époque en avaient très peur. Il y avait un côté vraiment possession. J'exagère pas mes mots. Si vous voyez des documentaires de l'époque, les jeunes femmes qui souffraient d'hystérie dans ces temps-là, on avait l'impression qu'elles étaient possédées par le diable. Et il y avait quelque chose de cet ordre-là, puisqu'effectivement, c'était le corps qui parlait, et donc on pouvait potentiellement penser que c'était le diable qui l'animait. Et des années plus tard, l'hystérie a été soignée, amoindrie, désolé si ça va choquer certaines personnes, à l'aide de sextoys. Notamment dans un autre film que j'évoquerai, qui est là aussi tiré de faits réels. Lorsque la femme a appris je dirais pas à se libérer ses désirs, à simplement y succomber, à se dire que ça n'était pas mal, que ça n'était pas grave, que c'était comme ça, que c'était dans la nature humaine, que l'homme aussi avait des désirs. Mais à l'époque, le désir des hommes était beaucoup plus accepté que celui des femmes. Lorsqu'enfin les femmes ont levé le voile sur cette chose qu'elles devaient cacher, eh bien l'hystérie peu à peu a commencé à décroître. Et peut-être reste-t-il des cas encore, mais on est sur des personnes qui refusent cette part de sensualité, cette part d'elles-mêmes, et qui très certainement à cause de dogmes religieux ou de problèmes dans l'enfance vont refuser de voir cette part de leur féminité. Mais l'hystérie n'était que ça. Et c'est pourquoi maintenant c'est un problème. Enfin, c'est vraiment très secondaire, quoi. Il n'y a pas de traitement pour l'hystérie. On a compris que le meilleur traitement pour l'hystérie, c'était potentiellement de succomber à ses désirs. Et je vais donner ma critique, enfin ma synthèse plutôt, ma conclusion sur ce film Augustine. Côté verso, Augustine est un film passionnant, tout autant biopic que film quasi documentaire, avec une ambiance incroyable et un casting de choix. Avec dans le rôle du professeur Charcot, Vincent Lindon, et dans celui d'Augustine, la chanteuse et actrice Soko. Le prochain film est Lou, journal infime. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Lou, qui est une jeune fille créative et rêveuse, qui a à peu près une douzaine d'années. Elle passe par exemple le plus clair de son temps à créer des espèces de spectacles avec son ami, alors qu'ils n'ont plus l'âge, mais ça les amuse beaucoup de faire un truc qu'on pourrait comparer à un spectacle de marionnettes avec des faux décors et autres. Elle vit avec sa mère, Emma, qui est une jeune femme un peu névrosée, qui n'a pas de partenaire, qui est souvent sous la couette. Je dirais pas qu'elle est dépressive, parce que dans ce film, il n'y aura pas vraiment le côté mélodrame, mais voilà, elle consacre sa vie à sa fille, et puis il semble que ça lui convienne, même si évidemment, peut-être qu'idéalement, elle rêve d'autre chose. Et Emma, progressivement, va glisser vers la mélancolie, mais comme je disais, qui est pas dur, c'est un film qui est tendre, c'est un film qui est rose, c'est un film qui est... Désolé, je mets des couleurs dessus, mais pour le coup, c'est vrai, c'est un film qui est très girly. Euh, Alors que Lou, qui grandit un peu, commence à moins s'intéresser à son spectacle de poupée avec son ami, et qu'elle s'intéresse davantage à son petit voisin, parce que bah, voilà, c'est les hormones qui travaillent. Donc, progressivement, elle va se débarrasser de cet univers enfantin pour aller vers quelque chose d'un peu plus adulte. Ses premières histoires d'amour, en tout cas, potentiellement penser à sa première histoire d'amour. Et tandis que Lou va aller vers ce monde un peu plus mature, et bien là aussi, à côté, dans la maison d'à côté, va arriver un nouveau voisin, qui n'est autre qu'un espèce de baba cool avec une guitare, les cheveux longs, et qui est joué par Kian Kolanji, donc le mec de Bref. J'ai bien aimé ce film, c'est un inclassable, c'est un film peut-être pour ados, encore que non, pas vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'il est tiré d'une BD, mais je ne sais pas l'historique de ce film. Moi, j'ai entendu parler par le cinéma Durandal, et qui, comme moi, dit que bah, c'est un film inhabituel, c'est un film un peu cucu, un peu prout-prout sans doute, qui peut pas plaire à tout le monde, mais que c'était un beau moment de cinéma, que c'était tendre, que c'était drôle. Et c'est vrai que c'est plutôt plaisant, cet univers.
qui est retranscrit et qui ressemble très fortement à une BD un peu sous acide, quelque part aussi. Je parlais des couleurs, mais il y a beaucoup de couleurs comme ça, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. C'est inhabituel, c'est un peu dans les inclassables, mais c'est pas déplaisant. Et je vais donner ma conclusion sur ce film, Lou, Journal infime. Côté perso, Lou, Journal infime, après vérification, est effectivement une retranscription du bande dessinée. 12 côtés acidulés, couleur rose pastel. Néanmoins, le tout donne une galerie de personnages hauts en couleur, c'est le cas de le dire, pour un univers féerique et poétique, qui certes ne pourra pas sans doute plaire à tout le monde.